Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination des élèves de 4e. Et cette semaine, on va revenir un petit peu sur le corrigé que je vous envoie par rapport au croquis du territoire américain et sur les consignes relatives à l'activité que je vous propose pour la rentrée. Bien, alors dans un premier temps, on va revenir sur ce croquis du territoire américain, sur ce qu'on souhaitait représenter et la technique, la méthode du croquis, des éléments de méthode pour vous aider à choisir vos figurés correctement. Donc ce croquis, le voilà qui s'affiche. Alors je vais revenir sur chacune des deux parties de la légende, l'une après l'autre. On va commencer par ce qui font que les États-Unis sont une puissance mondiale, les espaces de cette puissance mondiale. Donc vous aviez dans les documents toutes les informations qui vous permettaient d'aller retrouver les différents espaces du territoire américain à travers tout ce que je pouvais vous dire sur justement le nord-est, la Sunbelt, etc. Donc on va commencer par le premier élément. Ici donc un figuré de surface dont j'ai choisi une couleur rose pour montrer, le faire ressortir un petit peu mais rester de manière un peu neutre étant donné que la couleur rouge elle était déjà choisie pour d'autres éléments, ça j'y reviendrai. Donc ce nord-est américain qui représente le cœur de la puissance américaine, au sein duquel vous trouvez plusieurs villes mondiales comme New York, Washington DC, Chicago, mais aussi des métropoles régionales de très grande importance, je pense ici notamment à Boston. Alors cœur de la puissance parce que justement les villes qui s'y situent sont des villes où on a la prise de décision au niveau du territoire américain. On a Washington DC qui est le cœur politique des États-Unis d'Amérique avec la présence de la Maison Blanche, donc le siège du pouvoir politique aux États-Unis, ainsi que le Sénat, etc., la Chambre des représentants. Bref, c'est là que se prennent les décisions politiques au niveau fédéral. En plus de ça, à New York City, on a le cœur économique du pays avec la bourse de Wall Street. Alors deuxième élément, la Sunbelt. Là, il y a une justification un peu plus particulière pour la couleur que j'ai choisie. Donc ce figuré de surface jaune qui, vous le voyez, entoure absolument tout le territoire américain au sud et à l'ouest. Alors pourquoi du jaune? Tout simplement pour renvoyer à ce nom de Sunbelt, de ceinture du soleil, même si en réalité cette désignation de Sunbelt n'a pas grand chose à voir avec le climat qu'on y trouve, c'est comme ça qu'on la représente, c'est comme ça qu'on y fait mention, qu'on y fait allusion. Et donc ça permet de la situer directement sur le croquis et de voir cette ceinture ensoleillée autour des États-Unis. Ensuite, au cœur de cette Sunbelt, on avait 4 espaces qui là étaient déjà assurés sur le croquis, donc il n'était pas difficile à resituer. Il s'agissait en fait de ces espaces de haute technologie. Alors je vais prendre les exemples que je vous citais dans les documents, qui sont les alentours de la ville de Seattle au nord-ouest des États-Unis, de Los Angeles où on trouve la Silicon Valley en Californie. Donc là vous avez les sièges des grandes entreprises que j'ai pu citer dans la vidéo et dans les documents, que ce soit Google, Apple, Microsoft, etc. Alors ensuite, on en vient à ces deux espaces du centre des États-Unis. Celui qui est plus à l'ouest et qui correspond à la deuxième partie, l'ouest montagneux, touristique, en réserve, où on va trouver de grands parcs naturels qui sont à la fois des espaces de protection pour la faune et la flore, mais aussi des espaces touristiques importants. On trouve aussi là la chaîne de montagnes des Rocheuses avec par exemple en son sud le Grand Canyon, etc. Vous avez aussi là ce qui était indiqué au centre des États-Unis, le cœur agricole, le grenier du monde. Alors grenier du monde, pourquoi cette expression? Tout simplement les États-Unis sont les premiers exportateurs de céréales dans le monde. Donc on ne parle pas ici d'un grenier que vous pouvez avoir chez vous, mais bien des greniers qui servent à stocker les céréales. Donc ce cœur agricole, ici représenté en vert, par un figuré de surface vert, quand on va représenter quelque chose qui a un rapport à l'agriculture, on va plutôt aller faire ce type de couleur-là. Pareil pour l'ouest montagneux, représenté en marron, on a l'habitude en géographie de représenter les montagnes avec ce code couleur marron. Alors tout ça, ça me permet de passer ici à la deuxième partie de la légende, ce qui faisait de ce territoire américain un territoire intégré à la mondialisation. Et on commence par les éléments relatifs aux grandes aires urbaines, aux grandes villes. Alors vous aviez 3 choses ici, la mégalopolis, les villes mondiales et les métropoles régionales.
Alors pourquoi distinguer ces trois choses? Tout simplement parce qu'elles ont des importances différentes dans l'intégration à la mondialisation. Les métropoles régionales, je pars du bas ici, elles permettent d'avoir une concentration des activités économiques et politiques au sein d'une région des États-Unis, d'un État américain souvent, comme c'est le cas de Seattle dans l'État de Washington au nord-ouest des États-Unis. Pour ce qui est de l'étage supérieur, les villes mondiales, alors celles-ci, elles rayonnent à l'international. On les connaît tous et toutes. Il s'agit de Washington, de New York City, de Chicago, de Los Angeles. Ces quatre villes-là sont des villes mondiales, d'importance mondiale. Elles recueillent des populations qui viennent de partout sur la planète et rayonnent dans la culture et l'imaginaire collectif partout sur la planète. Chicago, traditionnellement, est représentée dans les films américains comme la ville des gangsters, des malfrats. New York City, c'est la ville de la bourse, c'est la ville qui ne dort jamais. Washington DC, c'est le siège du pouvoir américain. Los Angeles, c'est le soleil et la plage un petit peu. Alors voici pour ces villes. Au-dessus de ça, on avait la mégalopolis. Alors la mégalopolis, c'est comme son nom l'indique une mégalopole, un enchaînement de villes mondiales et de métropoles régionales d'importance. Et là, vous aviez à encercler ces trois villes que sont Washington DC, New York City et Boston. Ces trois villes-là sont reliées par des réseaux d'infrastructures extrêmement denses et d'autres villes moins importantes. En fait, on n'a pas de rupture dans le bâti, dans l'urbanisation, au sein de cet espace. C'est pour ça qu'on parle de mégalopolis. Toutes ces villes fonctionnent comme un seul et même grand ensemble. Alors on passe à l'étage inférieur maintenant dans la légende avec les façades maritimes. Et là je dois expliquer un petit peu le figuré que j'ai choisi. Pour représenter une façade maritime, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une façade maritime. C'est un espace qui fait la liaison entre la mer et la terre, mais pas n'importe comment. C'est un espace qu'on va définir en tant que tel parce qu'il joue un rôle d'importance au sein notamment du commerce maritime. Donc il faut pour ça qu'on ait des villes, des ports à cet endroit-là. C'est pour ça que je vous expliquais dans les documents que ces façades maritimes aux États-Unis, elles sont situées principalement au nord-est, là où on trouve la mégalopolis, et au sud-ouest, là où on trouve la Californie, Los Angeles et San Francisco. Donc ces deux façades maritimes, vous les voyez ici représentées par un trait bleu qui signale leur étendue et des flèches qui les traversent pour montrer qu'on a un passage de la mer à la terre. Le commerce, il se fait ici entre la mer et la terre. Cette façade maritime sert d'interface. C'est ce qu'on appelle une interface, une liaison entre deux espaces. Ensuite, la Mexamérique, et celle-ci, elle a posé quelques difficultés à représenter. Il s'agissait d'aller situer cet espace frontalier directement entre les États-Unis et le Mexique, et donc pas de prendre en compte tout le Mexique. Là, vous aviez le Mexique qui apparaissait au sud de ce croquis. Il s'agissait en fait d'aller chercher justement uniquement cet espace frontalier, comme j'ai pu le faire là avec ces hachures rouges. Pourquoi représenter cet espace en particulier? Bien parce que c'est un espace de transition. Là encore, on est sur une interface. Alors plus une interface entre la mer et la terre, comme pour les façades maritimes, mais une interface entre deux pays, le Mexique et les États-Unis d'Amérique. C'est une zone frontalière très active, au sein de laquelle vous avez des populations qui se déplacent quotidiennement pour le travail, pour déménager, pour émigrer, etc., etc. Ensuite de ça, et là certains ne l'avaient pas qui s'affichait, la question des flux intérieurs. Alors les déplacements, migrations, délocalisation intérieure aux États-Unis d'Amérique. Moi j'ai choisi de représenter ça sous forme de flèche. Quand on va représenter un flux, on l'avait vu pour les migrations, on va représenter ça sous forme de flèche. Et bien ici, on avait une logique à retrouver un petit peu dans les documents. Je vous disais que la Sun Belt était un territoire particulièrement dynamique qui attirait les populations, qui se développait sur le plan économique. À partir de là, ces populations, elles viennent bien de quelque part. Elles viennent des espaces du centre et du nord-est des États-Unis. Donc là, vous aviez ces flux qui traversent tout le territoire américain pour venir au cœur de la Sun Belt, là où vont se concentrer depuis plusieurs années, plusieurs décennies, les populations et les activités. Alors voilà pour la réalisation de ce croquis, ce qu'on pouvait en dire, ce qu'on pouvait en tirer.
Maintenant, deuxième partie et dernière partie de cette vidéo, un petit peu plus courte, je vais revenir sur ce que je vous demande de faire pour la rentrée. Parce que ce n'est pas forcément un exercice facile, il s'agit d'un exercice de raisonnement que je vous demande là. Alors, concrètement, de quoi il s'agit? De la rédaction d'un texte pour expliquer en quoi les espaces maritimes et les espaces du territoire américain sont transformés par la mondialisation. Ça, c'est votre objectif à la fin, c'est votre tâche, rédiger un texte pour montrer comment les espaces maritimes, le territoire américain sont transformés par la mondialisation. Alors ça, c'est un exercice qu'on fait habituellement en troisième. Moi, je commence à vous y préparer dès maintenant, étant donné que l'année commence à se terminer et que vous serez en troisième très prochainement. Je l'espère pour vous tous. Alors pour ça, je vous ai donné par contre un plan à suivre. Alors là, je tiens à préciser que mes petits 1, 2, 3, 4 là, dans les consignes, ne sont pas des questions indépendantes. Il s'agit de parties pour votre texte, de paragraphes pour votre texte, qui doit faire au final une vingtaine de lignes. Alors je commence par le début. Au début, je vous demande d'expliquer ce qu'est la mondialisation et de prendre un exemple. Je vous recite l'exemple de l'iPhone qu'on a vu au tout début du thème de géographie. Il s'agit là de donner d'abord une définition de ce qu'est la mondialisation. Votre but, c'est de répondre au sujet, qui est comment les espaces maritimes et le territoire américain sont transformés par la mondialisation. Mais pour ça, il faut d'abord expliquer ce que c'est que la mondialisation. Donc ça, c'est votre première étape, donner une définition de ce qu'est la mondialisation et donner un exemple de cette mondialisation. Là, moi, je vous oriente vers celui qu'on a vu sur le parcours de l'iPhone, montrer comment ça, c'est un objet mondialisé. Mais si vous en avez d'autres en tête, libre à vous de choisir l'exemple qui vous plaît. Ensuite, on attaque le cœur du sujet, dans les deuxième et troisième parties que je vous mets là. Les espaces maritimes d'abord. En quoi ce sont des espaces transformés par la mondialisation? Donc là, il s'agit de revenir, de développer un petit peu vos idées par rapport à ce qu'on a pu voir sur le commerce maritime mondial, par rapport par exemple à ces façades maritimes, etc. Il s'agit là d'aller chercher peut-être aussi un exemple pour montrer quelque chose par rapport à ces espaces maritimes. Montrer qu'ils sont transformés par la mondialisation parce qu'on peut voir qu'il y a telle ou telle chose en exemple. Et là, on touche au cœur du raisonnement de la science géographique, de la science historique. Il s'agit toujours de prouver, de justifier ce que vous affirmez. De la même manière que vous le faites en mathématiques, quand vous donnez un résultat, vous devez justifier ce résultat. Eh bien là, c'est pareil. La géographie et l'histoire sont des sciences. Il s'agit de dire, d'avoir une affirmation, les espaces maritimes sont transformés par la mondialisation parce que on peut voir qu'il y a ça, ça, ça. Alors, dernière partie avant la conclusion, celle sur le territoire américain. Là, il s'agit de fonctionner exactement de la même manière. Les espaces du territoire américain sont transformés par la mondialisation parce qu'on peut voir qu'il y a ça, ça et ça. Et enfin, une conclusion qui résume les idées que vous avez avancées en une ou deux phrases. Il ne s'agit pas là de s'étendre et de faire un résumé, de réécrire complètement tout ce que vous avez dit avant. Donc je résume un petit peu tout ça. Comment il va se présenter votre texte à la fin? Vous allez avoir d'abord une définition de ce qu'est la mondialisation avec un exemple de cette mondialisation, typiquement l'iPhone dont on a pu parler au début du thème. Ensuite, un paragraphe sur les espaces maritimes, comment ils sont transformés par la mondialisation. Un paragraphe sur le territoire américain. Et enfin, une conclusion qui résume ce que vous avez dit avant. Voilà ce que je vous demande de faire. C'est un exercice assez conséquent qui demande un raisonnement bien établi. Comme je vous le dis, le cœur de cet exercice, c'est bien le raisonnement, c'est de prouver ce que vous avancez, pas simplement dire les États-Unis sont une puissance mondiale. Non, il faut le montrer à travers des exemples. C'est vraiment ça qui est attendu dans cet exercice. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, à laisser un pouce bleu. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.